Donc, pour celles et ceux qui écoutent, c'est enregistré. Voilà. Hop. Donc, effectivement, ça vaut le coup d'y aller. Généralement, c'est assez approfondi. C'est quand même, le profil métier a pour objectif de vous former, bon, sur 150 heures, c'est pas non plus gigantesque, mais c'est quand même pas mal, à, je dirais, une posture métier. C'est-à-dire que, finalement, chaque profil métier vous oriente vers certaines fonctions de l'ingénieur, enfin, certains métiers de l'ingénieur dans des fonctions de management. Donc, c'est tout à fait compatible avec ce que vous faites en département. Selon le département que vous avez choisi au préalable, je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication de tel ou tel profil avec tel ou tel département. En fait, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de choisir en fonction de ce qui vous intéresse, à partir de la présentation qu'on vous offre, et des thèmes, évidemment, qui vous sont offerts dans ces 6 profils métiers, que je vais détailler. Donc, en fin de compte, allez-y plutôt au coup de cœur, du moins à l'envie, d'accord. Après, ce que vous faites en département, il n'y a aucune incompatibilité. Donc là-dessus, soyez relativement tranquille. Souvent, on a des élèves qui posent la question, je suis dans tel département, est-ce que tel profil métier, ça convient mieux que tel autre? Et chaque fois, que ce soit James, moi ou Jean-Paul, on apporte la même réponse qui veut dire, ben non, enfin, ça dépend plutôt de ce que vous souhaitez en termes d'orientation future du métier d'ingénieur que vous souhaitez faire. Y a-t-il à ce niveau des questions, à distance ou dans la salle? Bien. Donc je vérifie l'heure pour m'assurer que bon, c'est suffisant pour l'attente des retardataires. Oui, 39, il faut y aller. Hein, ça. Ok. Donc, cette présentation sera relativement rapide. Je vous montrerai un petit peu le cadre général, les modalités en introduction, la présentation de chaque profil métier par objectif, compétences, programme, éventuellement des prérequis, et puis, et ce qui sera intéressant justement pour vous projeter, c'est les emplois sur lesquels finalement ces profils métiers peuvent orienter. Ne pas oublier, je le rappellerai, que ça va donner une coloration à votre CV. J'ai réalisé donc dans mon cursus d'ingénieur tel profil métier, tel intitulé, et ça vous donne quand même un vernis de compétences. Alors, généralement, on essaie d'avoir un effectif, alors comme c'est une pédagogie quand même très active, et donc vous ne soyez pas trop nombreux et que la pédagogie puisse se dérouler normalement, qui tourne autour de 42 élèves maximum par profil métier. Alors, selon les années et en fonction des entrants, en 3e année, notamment les masters, James ici présent a beaucoup de mal à équilibrer les effectifs des profils, mais enfin, grosso modo, je crois qu'on n'a jamais excédé 45, même dans les pires situations. D'accord ? Donc ça reste des groupes relatifs, des classes relativement peu nombreuses, on va dire l'équivalent d'un Master 2, un gros Master 2, on va dire. Mais ça permet quand même de déployer une bonne pédagogie. Alors effectivement, pour chaque profil métier, on a une application qui va se dérouler, on va dire, de la 2e semaine jusqu'à la fin, type fil rouge. Chaque profil métier, évidemment, déploie un applicatif qui est différent en fonction des enseignements qui se déroulent. Et les enseignements sont concentrés sur 2 mois. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'an prochain, vous allez rentrer le 30 août, le 30 août, mardi, et les cours de profil métier vont attaquer direct. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez une semaine de profil métier. Alors, c'est des cours de profil métier peuvent se dérouler à Clavière ou à Troupillac, ça dépend, c'est une question de disponibilité de salle. Une semaine de profil métier, et la semaine suivante, c'est une semaine donc en département. Il y aura une alternance comme ça, profil métier, département, profil métier, département, pratiquement jusqu'à la fin. D'autant plus que cette année, il y a un décalage, je crois que ça va se passer à peu près comme ça, sauf que le forum des entreprises vient de se planter au milieu de entre la 4e et la 5e semaine du profil. Donc en gros, vous allez passer 5 semaines, je dirais alternativement, en profil métier, et chaque fois c'est toute la semaine, c'est-à-dire que la première semaine sera toute la semaine en profil métier, puis la semaine suivante toute la semaine en département, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des 5 semaines. Donc les cours sont finalement concentrés sur 2 mois, à peu près, enfin 6-8 semaines, et je le rappelle, donc, ce profil métier vous permet d'afficher certaines spécialisations, ça serait beaucoup dire, en tout cas une coloration sur votre CV. Et je crois, James, que c'est indiqué hein, sur les documents qui vont avec le diplôme, ou pas sur le supplément au diplôme. Voilà, sur le supplément au diplôme.
Donc c'est validé sur le supplément de diplôme et vous pouvez donc tout à fait afficher cette coloration. Donc pédagogie active, le projet fil rouge est au cœur de la pédagogie, ce qui signifie qu'en fait vous pouvez, des temps, des moments sont prévus pour que vous puissiez échanger avec les différents intervenants qui vont venir dans chaque profil sur votre projet, donc de manière à être coaché, accompagné en fonction des spécialités de tel et tel intervenant, et c'est-à-dire en fait en fonction de l'enseignement qui vous est apporté. C'est rarement de l'enseignement qui est purement magistral. Les intervenants sont bien sûr acteurs, c'est-à-dire que pour l'immense majorité d'entre eux, à quelques très rares exceptions près, ce sont des professionnels, voilà, et qui sont, je dirais, dans des métiers qui sont ceux du profil métier. Donc vous avez affaire à des gens qui sont en situation, qui sont acteurs dans donc les disciplines qui vous sont enseignées. Les semaines, comme je vous l'ai dit, sont bloquées, ça fait 150 heures en tout, et le fil rouge se fait en équipe. C'est des petits groupes, selon les profils métiers, en fonction des effectifs, parce que finalement les effectifs d'un profil métier à l'autre sont quand même quelques différences. Je vous les donnerai au fur et à mesure, je vous dirai ceux, en tout cas des profils métiers qui sont les plus fréquentés, les plus demandés. Pour des raisons d'ailleurs que nous ignorons à peu près. Ça varie. Et donc travailler en équipe, comme vous en avez l'habitude, puisque c'est quand même assez fréquent dans le cursus. Pour finir, l'évaluation est harmonisée, c'est-à-dire que, pour des raisons qui sont évidentes, il peut y avoir des écarts de notes, de moyenne, entre profils métiers qui peuvent être, on va dire, rarement très importants, enfin en tout cas, parfois sensiblement, sensibles, des écarts relativement sensibles. Et James Olivier donc s'occupe d'harmoniser, lisser en fait, de manière à ce que il n'y ait pas un profil métier finalement qui aboutisse à une évaluation qui soit avantageuse pour certains ou désavantageuse pour d'autres. Voilà, c'est une question d'équité. On va dire que ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça garantit une certaine équité entre les profils. Et donc ça évite un cloisonnement au niveau de la notation. Sur la notation, on a généralement, sur tous les profils métiers, une note qui pèse lourd sur l'application, et puis une ou plusieurs notes qui sont plutôt de l'ordre du contrôle des connaissances, des quiz, des choses comme ça. Alors pas dans tous les profils métiers, mais dans beaucoup d'entre eux, ou des petites études de cas, des mini-projets, des choses qui sont un petit peu prévues pour que, si l'une ou l'un d'entre vous échoue à un moment, on dirait une absence en quelque sorte, vous puissiez avoir plusieurs notes et au final valider évidemment cette matière. Alors voilà les intitulés des différents profils métiers. Vous avez un profil métier ingénieur d'affaires, un profil métier, alors je vais le détailler dans l'ordre, enfin, pas dans cet ordre-là peut-être, en tout cas je vais le détailler un par un, qui s'intitule International and Responsible Business Development, entièrement en anglais. Ingénieur, manager, stratégie et innovation, donc acronyme IMSI, responsable d'unité, RUN, conduite de projets complexes, CPC, et ingénieur supply chain manager, donc vraiment, comme son nom l'indique, supply chain. Alors, commencer par ingénieur d'affaires, chaque profil métier est, sur le plan pédagogique, on va dire piloté par un intervenant, donc il y a un pilote par profil métier, qui est votre référent pédagogique et qui me rend compte. C'est-à-dire que c'est avec lui que j'interagis parce que je ne peux pas, ça serait d'ailleurs pas forcément performant, d'interagir avec chaque, je dirais, enseignant individuellement. Il y a un pilote qui est du métier, qui connaît ici par exemple des ingénieurs d'affaires, des affaires, et qui a son équipe pédagogique. Souvent il a choisi d'ailleurs, un certain nombre, une partie de cette équipe, et pour une partie c'est moi qui abonde avec les chargés de cours. Et donc, c'est lui, votre pilote, c'est votre référent. Chaque fois, vous verrez, il y a le nom d'un pilote. Ce pilote, bien sûr, se présentera dès le départ du profil métier. Sur ce profil, il y a un point commun, il y a un socle commun avec International Responsible Business Development, des cours en anglais. D'accord. Donc, sur ce profil-là, si l'anglais c'est dans votre tasse de thé, attention. D'accord. Il y a quand même quelques cours en anglais. Et c'est assez significatif. Alors ça, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que d'une année sur l'autre, c'est relativement variable. Mais en gros, voilà, ça y est, il faut en tenir compte. Alors les objectifs, c'est de vous former en termes de pilotage de projet, de savoir bien identifier les besoins clients
de les mettre en lien avec, mettre tout ça en lien avec les attentes de l'entreprise, donc la stratégie de l'entreprise. Et donc, il s'agit de vous donner un socle de connaissances et de savoir-être, de savoir-faire, pour piloter des projets de la phase de prospection client jusqu'à la clôture de ce projet, identifier et répondre aux attentes des clients, comme je l'ai déjà dit, répondre aux besoins de l'entreprise, donc la mise en œuvre en fait, de la stratégie d'entreprise. Donc, ingénieur d'affaires. Pour les compétences à acquérir, et donc ça nous donne un petit peu les grands axes de ce profil, il s'agit de donc savoir cibler les opportunités qui soient alignées avec la stratégie d'entreprise, analyser les attentes des clients, des prospects, pas que des clients, mais des clients potentiels, identifier les facteurs de succès et aussi connaître et identifier les chaînes de décision. Ça, c'est extrêmement important pour un ingénieur d'affaires. Savoir construire des offres pour les clients qui sont pertinentes, savoir argumenter et négocier, et enfin être capable, à l'issue, de gérer un projet, d'analyser, de corriger des écarts, d'assurer finalement la satisfaction du client. Donc c'est très orienté business. Au programme, dans l'ordre un petit peu, évidemment, vous aurez, surtout sur la première semaine, une partie qui est finalement la découverte du métier d'ingénieur d'affaires. On vous présentera ce métier. Très souvent, il y a des professionnels expérimentés qui vous racontent un petit peu, qui viennent vous détailler des mises en situation. Ensuite, on est plutôt sur une phase de prospection et analyse. Alors peut-être pas forcément dans cet ordre-là, hein. La pédagogie n'est pas forcément dans le même ordre que celle que je vous décris. Ça dépend aussi de la disponibilité des intervenants. Et donc, ça fait que les emplois du temps sont pas forcément toujours maîtrisables dans cet ordre-là. Et du reste, l'ordre dans lequel la pédagogie se déroule n'est pas forcément non plus très important. Et ça, c'est valable pour tous les profils. Donc, une phase de conception d'analyse, hein, tout ce qui est sélection, analyse des cibles en fonction de la stratégie de l'entreprise. Quand je parle des cibles, hein, c'est les prospects, les clients, bien entendu. Savoir monter une offre, hein, dans toutes les techniques de négociation, tout ce qui est élaboration de devis, réponse aux appels d'offres, c'est relativement important, c'est assez technique, et tout ce qui concerne le marketing de l'offre et des ventes complexes. Et enfin, il y aura un paquet suivi des affaires, donc tout ce qui est suivi de projet d'affaires, sous des angles notamment juridiques et financiers, évidemment, puisqu'il s'agit là de vente de business. Donc sur les prérequis, je vais pas le prendre à la lettre, mais grosso modo, il faut avoir une appétence ou un intérêt sur ces choses-là, c'est-à-dire, bon, si vous aimez construire, interpréter un business plan, d'accord, faut dire que c'est passionnant, n'est-ce pas? Là, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, lire et comprendre un bilan, un compte de résultats et un compte de résultats. Avoir une appétence pour les rapports humains et pour les affaires, bien entendu, donc le business. Et évidemment, un bon niveau en anglais, puisque généralement, le métier d'ingénieur d'affaires vous confronte, du moins vous met en relation avec des étrangers. Et cette dimension est abordée. Évidemment, si ce métier vous intéresse, l'anglais, ce n'est pas facultatif, quoi, soyons clairs. Et troisième langue, reste encore mieux. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée, évidemment, c'est pas exhaustif. Qu'est-ce qu'on peut attendre en premier emploi ou en carrière, si toutefois vous avez envie de faire carrière, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors, sur les cibles, toutes les entreprises industrielles ou de services qui développent des solutions techniques, hein, donc c'est très très large. Toutes ces entreprises-là, évidemment, font appel à des ingénieurs d'affaires. Sur les domaines d'activité, là on vous en donne quelques-uns, hein, télécom, informatique, BTP, tout ce qui est automatisme, mais ça peut être des secteurs complètement différents, hein, ça peut être du bâtiment, ça peut être de la sidérurgie, ça peut être dans le secteur de l'énergie, ça peut être dans n'importe quoi, puisqu'aujourd'hui, dans ce monde globalisé, on vend et on achète à peu près n'importe quoi. Donc les ingénieurs d'affaires sont bien là pour faire des affaires et en tout cas servir les entreprises qui font des grosses affaires. Vous pouvez évoluer à partir de premiers postes en ingénieur d'affaires, évidemment sur des affaires plus complexes, plus importantes, ou alors vers des directions de filiales, de business units, etc. Ou si vous souhaitez faire une carrière un peu solo ou dans des cabinets, des think tanks, faire du conseil. Évidemment, c'est après avoir passé quelques années à faire ingénieur d'affaires,
C'est un peu ça. Je suis d'ailleurs en rapport avec un élève de la promo 169 qui a choisi de faire ingénieur d'affaires. Je ne vais pas citer son nom parce que c'est pas important. Ça ne l'intéresse pas du tout, d'accord, mais il veut connaître ce monde. Parce qu'il y a un autre projet derrière, donc il s'est dit, bon, pendant 1 an ou 2, je vais me cogner ce boulot qui ne me plaît pas. D'ailleurs, il dit, ça ne me plaît pas, ça me plaît pas. Mais c'est une expérience. Et dites-vous que cette réflexion que je fais, elle est valable pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, à la sortie de l'école, aller dans une direction qui n'est pas forcément celle que vous souhaitez, alors soit parce que vous n'avez pas vraiment le choix, soit parce que finalement c'est un choix délibéré, mais qui sera peut-être un tremplin pas forcément que professionnel, hein, mais aussi en termes de culture, d'ouverture au monde, voilà. C'est pas forcément ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, mais ça vaut le coup de faire un détour par là pour voir ce que c'est, en quelque sorte. Et celui qui vous parle d'ailleurs a fait exactement ça. Y a-t-il des questions sur donc, ce profil métier ingénieur d'affaires? Je me rapproche de l'écran pour celles et ceux qui sont à distance. No questions? Ok. Alors j'enchaîne. Donc le deuxième IRBD qui est assez ressemblant au précédent, sauf qu'il est vraiment dans une dimension de marché globalisé, d'international. C'est donc International Responsible Business Development. Ce profil métier est presque intégralement en anglais. Voilà, donc il faut là avoir une bonne connaissance de l'anglais. Il y a un petit socle commun avec ingénieur d'affaires, il y a quelques cours en commun, quelques intervenants en commun. Et la pilote, c'est Madame Linda Ferrat-Partouche, qui est spécialiste dans ce domaine et qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore dans le monde des affaires à l'international. Alors, auparavant, ce profil s'appelait tout simplement IBD, donc International Business Development. Depuis l'an dernier, on a rajouté Responsible, d'accord, puisque il y a une volonté, la mienne évidemment, mais aussi celle de Mme Ferrat-Partouche, d'intégrer les problématiques environnementales et sociétales dans cet univers métier. Et donc, que ce soit sur le projet fil rouge ou dans l'ensemble des enseignements qui sont déployés, ces questions-là, évidemment, seront vraiment mises en avant. D'accord ? Donc, il y a cette dimension, non seulement d'essayer de nous faire comprendre un petit peu, ou apprendre ce qui se passe dans le business international, dans quelle mesure, je dirais, les efforts en matière de responsabilité sociétale et environnementale sont appliqués avec ou non une certaine sincérité, d'accord. Donc ça, c'est une question de stratégie d'entreprise, c'est une question de communication, hein, est-ce que je fais du greenwashing ou est-ce que vraiment je prends des mesures qui sont efficaces. En fait, ces questions-là sont abordées, sont discutées. Les objectifs, évidemment, il s'agit de voir un petit peu quel est l'intérêt pour des entreprises, en l'occurrence ici plutôt des grandes entreprises, mais pas que, ça peut être aussi des belles PMI ou des ETI, de profiter des opportunités que propose la globalisation du marché. D'accord ? Comment s'ouvrir à l'international, comment on s'y prend, quelles sont les perspectives d'affaires, comment on les cible, comment on les prospecte. Il s'agit dans un deuxième temps de maîtriser des outils et techniques de projet de développement. Donc, ça, c'est la dimension management de projet à l'international. Il y a une grosse partie aussi qui est un peu, le management interculturel, sur lequel je reviendrai, et donc être capable d'appréhender les enjeux culturels dans une affaire à l'international. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez à l'international, vous allez être en relation avec des personnes qui n'ont pas la même culture que vous, et il y a des biais, on ne se comprend pas forcément, il faut avoir une certaine habitude pour négocier, pour discuter à l'international en matière d'affaires, mais aussi de business, de projets, etc. Et là, c'est un petit peu compliqué. Donc ça a été prévu, il y a quand même un volant assez important pour justement vous préparer à ça. C'est intéressant à double titre, c'est-à-dire que même si demain vous ne faites pas ingénieur d'affaires à l'international, vous n'êtes pas concerné par ce genre de problème, le fait de réfléchir un petit peu à, on va dire, management interculturel, c'est un peu sec comme terme, mais vous serez certainement appelé, pour certains d'entre vous, à l'avenir à avoir des relations à l'international. Ça ne s'improvise pas. Voilà, il y a quand même un savoir-faire à développer.
Donc évidemment, être capable de développer une affaire internationale, et puis, comme je vous le disais, prendre en compte les questions de responsabilité sociétale et environnementale dans ce type de projet. Sur les compétences, l'analyse de l'environnement global, puisque là on est sur un marché globalisé, dans ses dimensions micro, macro. Évidemment, la maîtrise des variables juridiques, des variables financières et culturelles, comme je l'ai dit, des opérations internationales, la négociation avec des partenaires étrangers, donc ça c'est en lien avec le point précédent. Évidemment, la maîtrise, du moins savoir manager les ressources humaines à l'international, savoir utiliser le web marketing dans la stratégie de développement, et l'international évidemment c'est très utilisé, ainsi que tout ce qui est réseaux sociaux, donc community management. Et savoir analyser les impacts sur la société et l'environnement, de manière à pouvoir établir, pour les sociétés qui s'investissent dans des projets internationaux, donc des préconisations, qui soient bien sûr alignées avec la stratégie de l'entreprise, et qui soient aussi alignées avec les enjeux sociétaux et environnementaux, qui, je le rappelle, seront évidemment particuliers selon les pays dans lesquels, avec lesquels vous allez travailler. Sur le programme, donc, on parlera évidemment de la globalisation, des marchés globaux, comme je l'ai dit, du management interculturel, tout ce qui est gestion des ressources humaines à l'international, l'achat, donc le métier d'acheteur à l'international, et vous devez mesurer que si vous vous renseignez un petit peu sur l'actualité en ce moment, l'achat international, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué, d'accord ? Également très compliqué, de plus en plus, la logistique des opérations export. Depuis le Covid, c'est extrêmement tendu. Le développement des offres à l'international, toutes les variables juridiques et financières des opérations, et là on retrouve évidemment des équivalences avec le profil métier précédent, et comme je le disais aussi, tout ce qui est développement web, réseaux sociaux à l'international. Normalement, en fonction des années et en fonction de disponibilité des intervenants, on a souvent un ingénieur de l'industrie qui vient présenter son activité, son expérience, et qui vient parler de ses missions à l'international de manière à vous donner un petit peu un témoignage en quelque sorte. En général, c'est assez inégal d'une année sur l'autre. Ça dépend évidemment des qualités personnelles, je dirais, de l'intervenant. Pour les prérequis, je vous rappelle que c'est l'appétence que vous pouvez avoir. Bon, ici, évidemment, il faut s'intéresser aux questions économiques, financières, commerciales, à échelle globale. Donc, si tout ce qui est, on va dire, géostratégie, des choses comme ça, si vraiment c'est pas votre tasse de thé, vous n'en avez rien à cirer, géopolitique, bon, peut-être que c'est pas le bon profil métier pour vous, parce que c'est une des dimensions, évidemment, un peu en arrière-plan de ce profil métier. Bien sûr, être curieux, être ouvert d'esprit, avoir des capacités, bien sûr, relationnelles, parce que c'est un métier qui demande un savoir-faire en matière de négociation, et comme vous l'avez compris aussi, l'interculturel qui est important, donc il faut avoir des facilités pour communiquer avec les étrangers, être ouvert à leur culture, essayer de comprendre sans a priori, sans biais cognitif particulier, donc c'est on va dire, un prérequis peut-être pas, mais si vous ne vous sentez pas du tout là-dedans, je vous conseille peut-être de choisir un profil métier. Bien sûr, le bon niveau d'anglais et le travail en autonomie, et c'est vrai que beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens qui ont travaillé à l'international, savent à quel point, dans ce genre de métier, il faut être très, très autonome. Pour les premiers emplois et carrières que vous pouvez attendre dans ce type de métier, et je vous rappelle que vous pouvez très bien faire un profil métier et ensuite vous diriger vers tout à fait autre chose, hein, c'est pas un problème. Voilà donc une liste non exhaustive, enfin une liste pas vraiment, mais en gros, il faut comprendre que c'est un métier d'interface entre des clients qui sont situés partout dans le monde et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous êtes généralement rattaché à une direction commerciale, à une direction technique, et puis avec de l'expérience, vous pouvez évoluer pour prendre en charge des projets de complexité et d'importance croissante, exactement la même configuration que pour ingénieur d'affaires, mais ici donc avec une dimension qui est beaucoup plus ouverte donc internationale. Généralement, dans ce type de poste, il y a des évolutions assez rapides vers d'autres fonctions, type directeur commercial, responsable de business unit, directeur général éventuellement. Donc c'est des postes qui font évoluer assez rapidement, justement parce que
c'est des métiers qui font évoluer assez rapidement, justement parce qu'il y a cette dimension à l'international qui demande des compétences humaines, je pense, assez fortes. Y a-t-il des questions sur ce deuxième profil métier? Pas de questions? Les élèves qui sont à distance non plus? C'est comme la messe ici, ça ne bouge pas. Hein. Alors, troisième profil métier, IMSI, ingénieur manager stratégie et innovation. Les pilotes sont Claude Casalo, enfin surtout Claude Casalo, et moi en tant que supplétif. Ici, vous avez une application qui est un projet fil rouge qui est proposé par les élèves, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves par groupe constitué, ils se constituent librement en groupe, et ils vont décider d'un projet de création d'activité. Voilà, donc créer une activité dans le domaine que vous voulez. La seule contrainte, une contrainte assez forte, c'est d'éviter des projets de création qui auraient vraiment une forte dimension technique, c'est-à-dire qu'il y a un verrou techno qui fait que si ce verrou techno n'est pas franchi, n'est pas brisé, le projet n'avance pas. Et donc évidemment, ça serait un petit peu compliqué d'être crédible avec un verrou technologique qui conditionne complètement la réussite de votre projet. Bon, ce cas étant mis à part, chaque année, les élèves font preuve d'assez d'imagination, d'une promo à l'autre, pour nous proposer des projets qui sont généralement assez sympas, et d'ailleurs, dont la faisabilité, pour la plupart, est assez crédible. Ce n'est pas le seul critère sur lequel ces projets sont évalués, bien entendu. Donc là, au départ, au tout début de ce profil, on demandait une création d'activité qui était très business, tournée très business, parce que bon, là, on a beaucoup parlé de business model, évidemment. Et en fait, on a complètement ouvert à d'autres formes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer des projets qui sont des projets associatifs, d'intérêt général, d'accord, ou des projets qui seraient portés par des entreprises comme des scopes, hein, ou des SKIC, c'est-à-dire qui ont une dimension d'intérêt général, et notamment si vous avez envie de porter un projet fil rouge qui soit sur une association, une SCOP, une SKIC, avec une dimension d'intérêt général, notamment environnemental ou sociétal, là c'est tout à fait ouvert, et même, je veux dire, on est assez... on encourage cette démarche, évidemment. Donc, ce qui veut dire que il ne s'agit pas forcément de prouver, d'accord, que l'activité que vous créez est tournée vers la rentabilité. Non, il faut qu'elle soit économiquement viable, évidemment. C'est tout ce qu'on demande. Mais si vous souhaitez créer une activité qui n'est pas profit, c'est-à-dire en fait qui n'est pas là que pour faire du pognon, d'accord, mais simplement, tout simplement de vivre et d'avoir effectivement un rayonnement et une action d'intérêt général, c'est évidemment tout à fait possible. Donc c'est pas orienté que business. Donc sur les objectifs, là on va vraiment se concentrer sur le positionnement stratégique de l'entreprise. Et l'entreprise, je vous dis, pas forcément uniquement profit, c'est-à-dire orienté rentabilité. Donc la culture, évidemment, de cette entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, les méthodes et les outils qui permettent de moins subir le marché, ou du moins de savoir construire en fait une proposition de valeur qui fonctionne, c'est-à-dire qui soit effectivement économiquement viable, et qui ait aussi une raison d'être. D'accord ? Si vous allez vers l'intérêt général, il faut aussi faire valoir cette raison d'être, puisqu'elle fait partie de la proposition de valeur. Il faudra être créatif, être en capacité d'anticiper, puisque vous allez porter un projet qui fera l'objet d'une soutenance finale, et donc il faudra être crédible, il faudra donc avoir de la vision, en quelque sorte, être convaincant. Savoir placer l'organisation ou l'entreprise, ou le centre de profit, ou ce que vous voudrez, le projet en tout cas, dans une position qui soit différenciée vis-à-vis de ce qui se fait déjà, de la concurrence. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'on attend. Ou qui soit susceptible d'amorcer un nouveau marché, c'est-à-dire de créer quelque chose qui, à la rigueur, n'existe pas, n'existe pas encore. Avoir une ambition stratégique pour le projet, et surtout,
se positionner comme créateur de valeur. Et je rappelle qu'ici, quand on parle de valeur, rappelez-vous peut-être les cours d'analyse de la valeur, etc., on ne parle pas forcément que de valeur marchande. La valeur, c'est pas que de l'argent. Voilà. Quand on parle de proposition de valeur, ben, je fais quoi, pour qui, d'accord? Et ça peut être effectivement des missions qui sont d'intérêt général, d'accord, d'intérêt collectif. Voilà. Donc, valeur économique, bon, je vous rappelle qu'il faut que quand même l'activité soit viable, que vous montriez qu'elle est économiquement viable, ça ne veut pas se casser la gueule au bout d'un an ou deux, ce qui serait du gâchis, tout simplement. Mais aussi des valeurs qui peuvent être sociales ou environnementales, ou d'autres, d'accord? Tout simplement. Okay. Voilà pour les objectifs de l'IMSI. Donc, en termes d'organisation, en gros d'enseignement, on aura 5 points. Bon, alors, la démarche stratégique, on vous fera un certain nombre de rappels sur tout ce qui est modèle économique. La créativité, c'est être capable d'imaginer une proposition de valeur qui tienne la route. D'accord? Voilà, un produit, un service, ou un couplage produit-service, quelque chose comme ça, qui effectivement trouve ses clients, alors clients marchands ou pas marchands, hein, dans un système marchand ou pas, et donc être capable de structurer une proposition de valeur, de construire un business model, on peut travailler sur du Lean Canvas, du business model Canvas, des choses comme ça, et donc on abordera aussi la génération de nouveaux modèles économiques, en fait, comment les modèles économiques évoluent dans le temps, quels sont les modèles économiques qui sont tendances actuellement, qui amènent en quelque sorte des nouveautés, des nouvelles façons d'imaginer la proposition de valeur. On vous parlera de management de l'innovation, donc là il y en aura pas mal, c'est-à-dire non seulement comment j'innove, comment je suis innovant moi-même ou avec un petit groupe structuré, mais comment aussi je suis capable de partager l'élan créatif, de manager l'innovation dans un collectif. Voilà. Comment je peux pousser un collectif, ou du moins orienter un collectif, il ne s'agit pas de pousser, il ne s'agit pas d'être autoritaire, mais d'orienter un collectif vers une démarche qui est une démarche créative, innovante, vers la curiosité, vers voilà, et essayer de ne pas s'enfoncer trop rapidement dans la routine, tout simplement. Et puis évidemment, les plans d'action, tout ce qui est de la partie financement, puisque forcément, pour chaque projet fil rouge, ben, il y aura un business plan à faire, enfin, toutes ces questions-là. Et donc, il y aura des rappels et on vous donnera des outils aussi pour faire tout ça. Donc, sur les compétences, bon, ben là, il s'agit d'être intelligent, chef de projet, manager de projet, acquérir un certain recul par rapport à des situations compliquées ou des projets qui sont relativement complexes. Toutes les bases pour avoir l'assurance, savoir rester critique, lucide en fait par rapport à ce qui existe sur le marché, celle de son entreprise, de son activité, de son organisation, comme celle de la concurrence, être capable de faire évoluer le modèle économique de l'entreprise ou de l'organisation. Vous savez qu'un modèle économique souvent est conçu comme quelque chose qui est un peu figé, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est en mouvement permanent parce que l'environnement change. L'organisation, l'entreprise dans laquelle vous êtes change également, donc tout change en même temps, et le modèle économique doit forcément s'adapter à tous ces changements. Cette façon de faire vivre le modèle économique est très importante. Favoriser, comme je le disais, donc la créativité, ce qu'on appelle le pilotage stratégique de l'innovation, trouver des voies de différenciation et de rentabilité dans son secteur, donc être éveillé, créatif, mobiliser les énergies pour trouver, modéliser, tester de nouveaux modèles économiques, faire partager l'intérêt de toutes les parties prenantes, etc., tout ce que je l'ai dit déjà auparavant, et puis finalement, chiffrer un business plan et être capable de se projeter en termes tout simplement financiers et de voir à 1, 2, 3 à 5 ans, d'accord, un petit peu comment le modèle d'affaires peut se constituer et assurer la viabilité économique donc, de l'organisation. Bon, sur les premiers emplois, bon, là on a des emplois qui sont caractéristiques, management de l'innovation, ça peut être des dirigeants par exemple, en création ou en reprise d'entreprise, tout ce qui est management de projet évidemment, ou management d'un centre de profit ou business unit, et puis évidemment les métiers du conseil qui dans ce domaine sont, ouais, il y a quand même pas mal d'offres. Y a-t-il des questions sur IMSI? Combien de personnes par groupe? Alors, ça va dépendre de l'effectif. Donc, pour ceux qui sont je répète la question pour ceux qui sont là.
Donc on me demande combien il y a de personnes par groupe. Bon, généralement, ça dépend des effectifs de Groupimité d'une année sur l'autre. L'an dernier, on a fait le plein. Voilà. Et on avait dans des groupes de 7-8. Parce que le problème, c'est que à la fin du profil, le dernier jour, il y a une soutenance. La soutenance est sur la journée. Et on ne peut pas faire plus de 7 soutenances par jour. Donc ça veut dire qu'il faut 7 projets. Donc 42 divisé par 7, vous faites le compte. Voilà. Et si on est moins de 42, évidemment, on peut descendre l'effectif du groupe. En fait, c'est la limite qu'on a, c'est la quantité de projets qu'on peut passer en soutenance, puisqu'il y a 1 heure par projet, en gros. Enfin, 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions, un peu de délibération, vous revenez, le groupe revient, il faut faire un petit débriefing. Bon, bref, ça prend 1 heure, et du coup, 7 projets. Et ça, c'est valable pour tous les profils. On est sur des effectifs comme ça. Ça pose les éternels problèmes du travail de groupe que vous avez déjà rencontré et que vous connaissez. D'accord ? Alors, je vais être très cash. C'est vrai que chaque fois qu'un groupe se constitue, il y a celles ou ceux qui sont très engagés, qui mettent de l'énergie, voilà, et puis il y a celles et ceux qui en mettent très peu, voire pas du tout. On ne peut pas faire la police. Hein, vous êtes majeur. Voilà. Cela dit, la composition des groupes, c'est-à-dire c'est vous qui composez vos groupes, c'est pas nous qui décidons quoi que ce soit. Et ce groupe doit trouver un accord, en tout cas surtout sur ce profil-là. Hein, évidemment, il n'y a rien d'imposé, vous pouvez partir sur à peu près n'importe quoi, c'est votre idée. D'accord ? Alors on vous conseille dans ces idées-là, on vous dit ouais, peut-être que c'est pas une très très bonne idée, parce que le format pédagogique ne s'y prête pas trop, on vous conseille peut-être de ne pas faire comme ça. Bon, voilà. Mais grosso modo, c'est à votre initiative. Ça répond à votre question, Pablo ? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ici ? Donc les meilleures années, on a eu des groupes de 5 à 6, ça peut aller de 7 à 8. Voilà. Ou de 6 à 8. Quoi. Voilà. On n'est pas arrêté là-dessus. Pas d'autres questions ? Alors, profil suivant, c'est responsable d'unité. La pilote, c'est Joël Durainer. Alors, il y a une application fil rouge qui, cette année, va être très sensiblement modifiée par rapport aux années précédentes. Donc, c'est ce que j'ai mis les 2 derniers points sur la slide que vous voyez. Donc, en fait, l'application fil rouge, ici, consiste à réaliser, créer, d'accord, un outil de management sous forme de tableau de bord avec des KPI, donc Key Performance Indicator, sur une base Excel ou équivalent, d'accord. Donc cet outil de management doit s'inspirer de cas relativement concrets, relativement réels, donc en situation d'entreprise. Et d'ailleurs, le développement de votre outil sera suivi par une entreprise qui est venue présenter son propre outil de pilotage, d'accord, qui généralement sert de complément à un ERP ou un MRP. Alors, ici, cette année, ça va être un peu un changement. Jusqu'à présent, vraiment, le profil était tourné vers, bon, voilà, vous utilisez une base Excel pour construire un tableau de bord qui permet de manager une activité, voilà, avec des indicateurs, etc., dans tous les domaines d'activité de l'entreprise. Mais on a trouvé, et la pilote a trouvé, que ça manquait un peu d'humanité, en quelque sorte, c'est un peu... on va dire conforme à une vision d'entreprise. Vous avez des dirigeants qui sont les yeux rivés sur un tableau de bord, qui mettent ni les doigts ni le cerveau dans les équipes sur le terrain, d'accord. Et c'est le genre de situation dans l'entreprise généralement qui fait qu'il n'y a pas une super ambiance dans l'organisation. Et puis en plus, c'est pas très motivant comme approche. Donc il y a un recentrage qui sera fait avec un accent beaucoup plus fort sur la partie management d'équipe, c'est-à-dire finalement quand on manage une unité, finalement le plus important, c'est déjà que les femmes et les hommes dans cette unité s'entendent bien, sachent travailler ensemble, et envie quand même un petit peu de se lever le matin pour aller faire le job, et pas y aller reculant, enfin voilà, donner du sens au travail. Donc ça c'est une partie qui sera beaucoup plus appuyée cette année. Et donc, on sera friand de connaître votre retour pour savoir si finalement on est dans les clous ou pas. Donc, il y aura en 2022, donc à la rentrée prochaine, un recentrage aussi sur des indicateurs de pilotage qui soient moins nombreux et plus pertinents. C'est-à-dire, bon, là, c'était des outils avec les indicateurs de tous les côtés, pour tout un tas de critères, c'était un peu lourd. Là, il s'agirait d'être peut-être plus stratégique, plus pointu, faire dans les indicateurs clés de performance vraiment des choix
des lignes de pertinence et savoir être sélectif finalement, pas faire des espèces d'usines à gaz. Et donc là, pour réaliser ces objectifs pédagogiques-là, on aura une mise en situation qui sera préparée et qui vous sera présentée dès le début du profil métier. Et vous aurez en fait une situation dans laquelle il y a des événements à gérer et qui vous permettra de mettre finalement votre outil de pilotage en phase avec des décisions à prendre. En quelque sorte, des scénarios vous seront proposés. Là, j'ai donné quelques exemples. Hein, la perte d'un contrat avec un client, un nouveau marché, avec des nouvelles exigences. Par exemple, une pandémie ou la fermeture de frontières qui limiterait les approvisionnements. Des choses qui sont quand même en lien avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, qui vous mettent un petit peu en situation, un peu comme dans un service game, quoi, et être capable un petit peu justement de mieux faire vivre ces tableaux d'indicateurs, ce tableau de bord, à la fois sur le plan, je dirais, humain, des relations entre les personnes dans l'organisation vis-à-vis des parties prenantes de cette organisation, et puis par rapport aussi à des événements qui peuvent se produire, et événements qui ont un impact à la fois sur, on va dire, la bonne marche de l'entreprise, en quelque sorte, mais aussi sur les femmes et les hommes qui sont dans cette entreprise. Parce que l'entreprise, c'est pas de l'argent, c'est d'abord des femmes et des hommes qui travaillent ensemble. Donc voilà cette dimension qu'on veut beaucoup plus forte dans ce profil métier. En tout cas, c'est ça. Les objectifs, manager, animer les services, des unités, toujours pareil, business unit, centre de profil, d'entreprise, qu'il s'agit de création, de reprise, on retrouve un peu les mêmes fondamentaux. Bien sûr, être capable de créer les outils de pilotage et de les faire fonctionner dans l'entreprise, ou d'optimiser les systèmes de pilotage existants. Par exemple, il y a un ERP, mais l'ERP, ça ne marche pas trop, on ne sait pas trop le maîtriser. Comment on améliore tout ça, comment on fait pour que tout le monde arrive à comprendre comment ça se passe, que ces outils soient globalement partagés par toutes les femmes et les hommes de l'entreprise, et pas seulement des cadres, par exemple. Améliorer le fonctionnement au quotidien de l'organisation, j'entends, et savoir aussi fédérer, améliorer les relations tant internes à l'organisation que externes à l'organisation. Donc la dimension humaine qui est renforcée. Pour, je dirais, ce qui pourrait vous attirer vers ce profil, avoir envie d'avoir des rôles de motivation qui permettent de responsabiliser les équipes, avoir de l'appétence pour la construction d'un outil de pilotage ou son optimisation, qui soit efficace, qui soit efficient, prendre plaisir à construire un tableau de bord. En plus, si vous aimez Excel, alors là, vous serez tout à fait à l'aise, Excel ou équivalent. Développer des démarches d'amélioration continue, donc un petit peu en lien avec ce que vous avez vu en lean management, mais aussi en matière de qualité, et mettre en place et en application des démarches QSE, je parle de qualité, sécurité, environnement. Le programme est tourné essentiellement sur 3 points: management de l'entreprise, organisation d'entreprise, management des ressources humaines sur les aspects humains et les aspects gestion. Le prérequis, il faut avoir une certaine appétence pour le management de projet et la gestion de projet. Évidemment, les bilans, les comptes de résultats, ça ne doit pas vous poser problème, on va dire. Je vais là prétendre que ça vous intéresse, un bilan, un compte de résultats. Enfin bon, chacun a ses manies. Je ne juge pas. Tout ce qui est norme ISO 9001, donc la qualité, sur le fondamental, on reste sur de l'ISO 9001. Et puis effectivement, le lean management, le lean manufacturing, si ça vous a plu en deuxième année, là vous allez retrouver un certain nombre de points qui approfondissent un petit peu ce que vous avez vu en deuxième année en matière de lean, à peu près à tous les niveaux de l'organisation. Pour les premiers emplois ou carrières, typiquement, si vous êtes intéressé par ce métier, la responsabilité, donc usine ou business unit, ou responsable industriel, directeur ou animateur de tout ce qui est qualité, donc QHSE, ou responsable de projet QSE ou QHSE, ou éventuellement en solo ou dans des boîtes de consulting, consultant d'organisation ou consultant QSE, qualité, sécurité, environnement. Avant d'aborder les 2 derniers profils, donc, des questions sur le profil RAN, responsable d'unité. Bien, en avant. Alors, l'avant-dernier, conduite de projet complexe. Alors ici, le pilote n'est pas un extérieur. Il est de l'école Vincent Prost, que vous connaissez sûrement.
Là aussi, l'application fil rouge se fait sur une étude de cas, et les objectifs, évidemment, vu l'intitulé du projet, c'est former des ingénieurs capables de gérer efficacement des projets complexes. Sur le programme, donc, il y a la partie maîtrise, pilotage de projet, donc tout ce qui est méthode technique de planification, de pilotage. Donc tout ce que vous avez vu en gestion et management de projet en première et deuxième année sera très approfondi à ce niveau-là. Tout ce qui concerne aussi le reporting, les indicateurs, donc on revient sur la notion de tableau de bord, et vous voyez que finalement il y a beaucoup d'équivalence entre les profils. Ici, au niveau de la norme, ce sera la norme 10006, enfin 10006, un système de management de la qualité, et puis aussi la norme 21500 de moi, et j'y viendrai après. Il faut savoir analyser le contexte du projet, donc tout ce qui est contrat de consortium, contract management, le droit international seront aussi évoqués dans ces enseignements, tout ce qui est ingénierie du risque, maîtrise des risques, maîtrise des incertitudes. Évidemment, il y a une partie finance et contrôle de gestion, puisque dans tout projet, vous allez vous retrouver avec un budget qu'il s'agit de réaliser, d'accord ? C'est-à-dire que vous partez avec des ressources qui sont humaines, financières, techniques, etc., qui sont de toute façon limitées dès le départ. Vous avez une barre à ne pas dépasser, et en fait, non seulement il ne faut pas la dépasser, mais il vaut mieux l'atteindre. C'est-à-dire que si on a fixé un budget dans un projet, il faut se rapprocher le plus possible du 100% de réalisation de ce budget. Voilà. Donc ça, c'est la dimension de maîtrise des finances, mais qui est la gestion, c'est-à-dire que c'est pas, vous n'avez pas d'argent à faire rentrer dans cette affaire-là, on vous donne un budget. Voilà. Donc ça, cette dimension, elle est un peu à côté. Évidemment, pour beaucoup de managers de projet, il s'agit aussi de savoir aller chercher les financements. Mais c'est pas pareil. C'est pas comme une entreprise qui doit assurer une rentabilité. Qui va aller chercher un financement auprès de, je sais pas, la Commission européenne, auprès de privés, de groupes privés, vous allez chercher pour mener un projet. Et on vous dit, ouais, ça nous intéresse, bam, il y a tant de cash. Et ce cash peut venir d'un acteur ou de plusieurs acteurs. Voilà. Une fois que vous avez votre budget, il faut faire avec. Voilà, c'est ça. Donc la partie, si vous voulez, financière, elle est plutôt là-dessus. La négociation, complexe, c'est votre partie prenante dans les projets. Bien sûr, la dimension humaine. Ici, vous avez une gestion un peu complexe aussi, parce que dans un projet, il faut savoir gérer des équipes avec des compétences extrêmement variées. D'accord ? Parfois, dans un projet, même souvent dans un projet, vous allez devoir travailler avec d'autres organisations, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs organisations qui sont mêlées dans le projet. Donc il faut savoir travailler avec des partenaires sans lien de subordination, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans votre boîte, vous n'êtes pas leur chef, vous êtes chef de projet, mais chef de projet, ça ne veut pas dire je suis le chef des uns et des autres. Non, donc il faut avoir une forme de management, d'accord, qui sache ne pas rentrer dans des rapports qui sont des rapports d'ordre hiérarchique. Donc ça, c'est une complexité. Donc il y a une partie théorie des organisations, et puis donc, comme je l'ai dit, bien sûr, comme tous les profils, un fil rouge. Bon, ici, c'est une étude de cas, vous aurez à construire une raffinerie. C'est très vert, je trouve, comme projet. Raffinerie, donc, pétrole, hein, genre un truc comme ça, un truc bien crado, quoi. Mais c'est sur Microsoft Project, d'accord, et Project Server. Donc, ça va, ça reste pas trop sale. Le carbone ne sera pas trop mauvais. Alors, il y a des travaux de groupe sur l'étude de cas, donc comme management de projet. Alors là, c'est la norme, comme je vous disais, 21500 qu'on met en œuvre. Tout ce qui est planning, donc ça, c'est évidemment fait avec l'application, le logiciel Microsoft Project Professional. Le plan de maîtrise des risques, donc tout ce qui est gestion des incertitudes et des risques. Et puis, vous avez une soutenance finale devant un comité de pilotage. Et là, la présentation, c'est 10 minutes avec 10 minutes de questions-réponses. Il y aura aussi des évaluations sur des matières, comme indiqué sur la slide, donc tout ce qui est finance et négociation. Donc, c'est des QCM sur des mini-cas, en fait, qui vous sont proposés. Tout ce qui est management des contrats, contract management, droit aussi, de mini-cas, QCM. Finance, contrôle de gestion, négociation complexe, donc là il y aura des évaluations, et il y a aussi une dimension évaluation par les pairs lors de la soutenance, donc la note des pairs pèse pour 1/3, d'accord, de la note finale. Bon, voilà, il y a cette dimension-là qui n'est pas à négliger. Et les meilleures notations permettent d'obtenir 2 points sur 20 points, donc 2 points de bonus sur 20. Remarque que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est la même chose pour le profil IMSI. Il y a une partie d'évaluation qui est une évaluation par les pairs. Donc en fait, tout le monde participe au jury. Alors il y a un poids, évidemment, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est aussi un tiers. Point fort
de ce profil, donc comme les autres, ça c'est M. Prost hein, qui vend son profil parce qu'il considère que c'est le meilleur des 6, ça se défend. Conçu par des professionnels de la gestion de projet, et après c'est le cas de tous les profils. Participation professionnelle et d'accompagnement, c'est le cas aussi de tous les profils. Mais comme Vincent France n'est pas là, je suis tranquille pour le dire. Sinon, il commencera à courir après, à me taper dessus, à me jeter des objets, il est comme ça. Parce qu'il travaille à l'école du Mindalès. Une forme de frustration qui nous est commune. Je plaisante. Alors, pour les qualités requises, le goût de l'engagement, bien sûr de l'esprit critique, de l'ambition. Placer l'ambition où vous voulez, ça c'est très... Avoir un esprit un peu globe-trotteur, je ne sais pas très bien ce que Vincent France va vous dire par là. Par contre, il y a effectivement, je dirais, quelque chose de particulier à la gestion de projet sur les rapports humains qui sont, comme je le disais, très particuliers dans la gestion de projet. On n'est pas dans des relations d'entreprise classiques, d'accord. Il y a une dimension partenariale qui est très importante, non hiérarchisée. Savoir bien gérer tout ce qui est conflit, crise, avoir une vision au niveau de tout ce qui est management, gestion des incertitudes, des risques, faut être très pointu là-dessus. Et donc forcément, savoir gérer son stress. Donc, voilà, quand on est sur un projet, quand on est manager de projet, je sais de quoi je parle, c'est chaud, quoi. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, le projet, ça dure tant de mois, tant d'années, il faut être à fond dessus. On peut en avoir plusieurs en même temps. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez, c'est un métier qui est dur. Et généralement, enfin, de quoi c'est mon point de vue, on est rarement manager de projet pendant 30 ans. Voilà. Il vaut mieux le faire quand on est jeune. C'est très stimulant, mais ça use. Sur les compétences à acquérir, alors on va définir, maîtriser le déroulement d'un projet, tout ce qui est conduite de projet, savoir décomposer le projet en tâches élémentaires qu'on appelle des work packages. Et dans chaque work package, il y a des tasks, des tâches. On va être capable de découper un projet pour organiser donc, dans des lots de tâches, selon les types d'activités, ça c'est une dimension très importante. Savoir les planifier, analyser un chemin critique, et toujours l'analyse de risque pour la performance du projet, les coûts, les délais, la criticité, etc. etc. Donc il faut qu'on atteigne le budget, il ne faut pas prendre des bases, il faut que les délais soient respectés, etc. Bien sûr, savoir situer le projet dans un environnement économique, mais pas que économique, un environnement que je qualifierais de valeur en sens général. Donc il faut savoir faire de l'animation budgétaire, de l'analyse financière, il faut avoir des notions de droit, être capable de faire du reporting de façon, je dirais, très efficiente, très rapide, d'accord, avec un rythme très soutenu. Il y a toute la partie gestion des ressources, qu'elles soient humaines, financières, techniques ou technologiques. Voilà, donc ça c'est toutes les dimensions de la qualité du projet qu'il faut savoir maîtriser. Ensuite, bon, évidemment, la dimension de gérer des projets multiples, c'est-à-dire plusieurs, avoir un portefeuille de projets. Donc là, c'est vraiment pour un niveau relativement expert. Et connaître évidemment tout ce qui est de la nature du droit et des mécanismes financiers qui sont liés à l'international, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de projets sont des projets internationaux. Et donc, revient aussi sur le tapis qui seront abordés tout ce qui concerne les négociations et les relations interculturelles, donc le management interculturel. Avant le dernier projet, le dernier profil, y a-t-il des questions sur chef de projet complexe? Alors, chef de projet complexe est très demandé généralement. Voilà. Run aussi, très demandé. Ouais, ça se baisse ces dernières années. Mais CPC, oui, il est très demandé. C'est un profil métier qui est toujours quand même à gros effectif, qui tape généralement sur le 42. Pas de questions? Une fois, deux fois, trois fois? Allez, j'enchaîne. Donc le dernier, donc ISCM, ingénieur, supply chain manager. Donc là, vous avez seulement 2 enseignants, qui sont des pros. Ils travaillent tous les deux dans la même entreprise, qui s'appelle Baléa, qui est à Montpellier, qui est une très belle entreprise. Donc c'est messieurs Vassili Cosmas et Émeric Pujol-Ré. C'est un profil métier en fait qui attire moins les élèves, de manière générale. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on a des retours sur ce profil, c'est pas pour en faire la rota pour la réclame, qui sont toujours excellents. C'est-à-dire que on n'atteint pas les 40, d'accord, on est plutôt 20-30, voilà, ça monte d'une année sur l'autre. En revanche, c'est le dernier aussi, c'est le petit dernier.
Ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'il est là, en place. En revanche, on a toujours des retours des élèves qui participent à ce profil qui sont dithyrambiques. Ils sont emballés, je vous le dis, c'est tout à fait sincère. Ça marche très très bien. Donc là aussi, on a une application fil rouge sur une étude de cas. Pareil, avec des scénarios, il y a des accidents qui arrivent. Enfin voilà, on nous met un petit peu dans des situations un peu critiques pour vous challenger. Et l'objectif, bien sûr, c'est de vous former pour être capable de manager, j'espère efficacement, la supply chain d'une entreprise et notamment à vocation internationale. Alors, toute la formation, là il va y avoir que 2 slides, ça va être très court, mais qui vont aller crescendo, va s'établir selon 2 axes. Alors vous avez un axe dans la supply chain qui est comment on va finalement des matières premières, les transformer en produits finis et évidemment les amener jusqu'au client. Ça c'est l'un des axes très importants puisque c'est la finalité même du travail de la supply chain, c'est de la logistique. Vous avez une deuxième dimension, qui est finalement la question de l'opérationnel, c'est-à-dire comment on fait, du fonctionnel, c'est-à-dire quelles sont les différentes fonctions pour métier, pour réaliser correctement une supply chain, et puis un niveau plus haut qui sont des aspects tactiques et stratégiques, donc au niveau de l'entreprise. Alors, on va dérouler. Donc, quand vous prenez les matières premières, il y a le niveau opérationnel qui est forcément les appros, il y a un approvisionneur qui va chercher les matières premières, et puis il y a un acheteur. On achète des matières premières pour les transformer. Ça, c'est la première colonne. Ensuite, il faut les transporter, jusqu'à un site de production qui va transformer cette matière première. Alors là, c'est simplifié. Vous pensez bien qu'il peut y avoir plusieurs sites de production. Si vous produisez, par exemple, on va prendre un truc un peu compliqué, une bagnole, il y a de la carrosserie, ça c'est une partie, il y a tout ce qui est électronique, il y a tout ce qui est mécanique, il y a tout ce qui est hydraulique, enfin tout ça, c'est des sites de production qui peuvent être différenciés, vous avez des sous-traitants, vous avez toute cette complexité évidemment qui se met en place. Et donc ils peuvent rendre le schéma beaucoup plus compliqué que ce qui paraît évidemment sur cet exemple. Ensuite, pour le produit fini, vous avez produit, il faut encore le transporter et l'amener dans des zones de stockage, dans des entrepôts, de manière à pouvoir le livrer, au client. Alors le client, c'est du négoce, c'est un particulier avec du e-commerce, c'est à peu près n'importe qui ou quoi, ça peut être les deux d'ailleurs, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, sur ces dimensions-là, sur la partie fonctionnelle, il y a tout ce qui est prévision, planification, et quand on monte un cran plus haut, c'est comment on organise cette industrie, c'est-à-dire comment finalement tout ça, forme un ensemble cohérent, c'est-à-dire on va vers la vision stratégique en quelque sorte, on essaie d'être efficace dans la logistique, de s'adapter au marché, de s'adapter à la concurrence, donc on retrouve toutes ces dimensions qui sont extrêmement importantes. Et puis, ce sont des métiers aussi, de la supply chain, où la part du numérique, du digital est extrêmement importante, pas simplement dans la dimension e-commerce, mais aussi dans tout l'aspect logistique. Et donc, il y a vraiment une dimension supply chain 4.0 au sens où il y a une dimension, notamment digitale et techno, qui est extrêmement importante dans ces métiers. Donc la digitalisation, je viens de le dire. Il y a la partie finance, évidemment, c'est-à-dire quand on approvisionne, on achète, on transporte, on produit, on retransporte, on stocke, etc. Bon, il y a toutes les infrastructures il y a des investissements qui sont à faire, il faut créer des usines, il faut ouvrir des entrepôts, il faut avoir une vision de la logistique de manière à réduire les coûts de tout ce qui est transport. Vous imaginez bien qu'avec le renchérissement des produits pétroliers et actuellement les crises que nous avons sur les approvisionnements et éventuellement sur, on va dire, les embargos qui peuvent être portés sur un certain nombre de ressources énergétiques, alimentaires, on voit bien que c'est un métier actuellement qui demande beaucoup de doigté, beaucoup de compétences. Et puis enfin, il faut appliquer une stratégie supply chain donc à l'échelle d'une entreprise, alors qu'il peut être un grand groupe évidemment, ou une entreprise plus modeste. Il faut faire du profit, il faut arriver dans tout ça, et donc dégager une stratégie business autour de la supply chain et être capable effectivement de déployer tous les niveaux, et d'avoir une vision de ce qu'est l'exécution en termes de supply chain, une vision de la réflexion qu'on peut avoir
pour tout ce qui est prévision, il y a aussi une gestion des risques, planification, qualité, ressources humaines, etc., donc organisationnel. Enfin, les prises de décision, et là on va retrouver des aspects que j'ai évoqués dans les profils précédents, comme les tableaux de bord, les KPI, etc. Et puis la partie vision, pardon, ça mange un peu sur le chiffre 36 là-haut, donc qui est au niveau de la direction de l'entreprise et de la stratégie. Donc, finalement, au programme, c'est relativement simple. Il s'agit d'appréhender vraiment la place et l'importance de la supply chain dans le monde actuel, qui est globalisé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous achetez à peu près n'importe quel produit. Eh bien, en gros, il y a une partie de ce produit qui était fabriqué à tel endroit, ou dont la matière première vient de tel autre, etc., etc. Bref, parfois, ça fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver chez le client. Et donc, la partie logistique, la partie supply chain, donc, c'est, je dirais, un enjeu absolument majeur. D'autant que je vous rappelle, pour celles et ceux que, je vous rappelle, je vous informe, qu'aujourd'hui, quel que soit le territoire en Europe, qu'il s'agisse d'une nation, d'un département, d'une région, 80% à 90% de ce qui est fabriqué sur ce territoire est exporté. Et 80 à 90% des besoins de son territoire sont importés, à une échelle locale, nationale et très souvent, et la majorité des cas, internationale. C'est une situation qui comporte énormément de risques. Et vous voyez bien que dans la situation géopolitique actuelle, je pense que certains d'entre vous imaginent les dangers et les risques que ça fait peser. Voilà. L'allongement des chaînes de valeur, l'importance de la logistique dans la production et l'acheminement des produits et des matières premières est éminemment stratégique dans le monde d'aujourd'hui. Et si je dirais, si ça s'enraye, ça peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques, et pas seulement pour des pays pauvres. Donc, la dimension projet est importante, c'est-à-dire qu'il faut élaborer un schéma directeur logistique, être capable de mesurer ses enjeux et ses risques. Donc, on retrouve une dimension management de projet qui est très importante, hein, mais le management de projet, c'est partout. Et puis, finalement, il ne s'agit pas pour ce profil de faire des spécialistes de la supply chain. En 150 heures, ça serait quand même un petit peu trop ambitieux. Mais en tout cas, que vous soyez à même de ressentir, de percevoir les notions qui sont liées à l'ensemble des thèmes, des techniques, d'accord, qui font la supply chain. Ici, une liste que je ne décrirai pas, je vais laisser comme ça, qui vous donne un peu tous les ingrédients, en quelque sorte, la recette du programme de ce profil métier. Et j'en ai terminé pour la présentation. Et si donc vous avez des questions sur ce profil métier, je suis à votre écoute. 1, 2, 3, je vous ai complètement soporifié, c'est ça? Alors, des questions plus générales sur les profils métiers, donc je laisse la parole à James pour la partie choix, etc. Non plus? Ok. J'ai pas donné. Bien. Alors rapidement, il va falloir que vous choisissiez ce profil métier. Donc ça va se passer via Campus. Donc vous allez recevoir un message de Jean-Paul ou via Campus et Jean-Paul Heuillet qui vous donnera finalement les échéances. Mais de toute façon, il faudra bien penser à répondre dès qu'on vous demandera votre avis, de bien vous positionner. Après, la question se pose, vous aurez plusieurs choix possibles. On va faire au mieux pour que vous ayez votre vœu numéro 1. Il est vrai qu'il y a CPC régulièrement, et au bout d'un moment, ça coince. C'est pas parce qu'on ne peut pas faire fonctionner non plus CPC à 60 personnes. Donc, il se peut que certains n'aient pas leur vœu numéro 1. Alors après, comment je fais le tri? Ça va être très clair. Ceux qui auront répondu complètement en retard, ça sera moins pris en compte. Et si, une fois que j'ai fait ça, il reste toujours des problèmes, ça se fera au dernier, celui qui a répondu le plus rapidement. Il n'y a pas d'autre méthode, mais hormis, normalement, pour tous les profils, ça se passe plutôt bien. Alors, certains d'entre vous ne seront pas là au semestre 9, ou
pensent qu'ils ne seront pas là, on va leur demander quand même, et si par un problème extraordinaire, finalement, ils revenaient à l'Est, parce que le séjour à l'international s'annule, ben, on aura retenu votre vœu. Mais c'est vrai que normalement, vous n'êtes pas là. Alors, les contrats pro ne font pas le profil métier, à l'exception de ceux qui sont en ISERM. Ceux qui sont en ISERM, là, le rythme d'alternance et tout fait que le contrat pro reste bien au programme. Donc, contrat pro, pas de profil, sauf pour ISERM. Après, dans votre choix de profil métier, attention, ce n'est pas absolument déterminant du métier que vous allez faire en sortie. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'il y a finalement toujours 3 composantes, pratiquement, qu'on le retrouve. Une composante organisationnelle, management de projet, mais une composante organisationnelle, une composante finance, parce que sans argent, et sans gestion de cet argent, il n'y a rien qui marche, et une composante humaine, relationnelle. Et ça, vous la retrouvez sur tous les profils, mais avec un angle, je dirais un prisme, un angle de vue un peu différent, mais systématiquement, on va retrouver cette composante. Donc, quel que soit le profil métier, s'il y a une composante qui vous intéresse, vous arriverez à la retrouver, mais avec un angle de vue particulier. Autre chose d'intéressant, et tous ces profils métiers, je ne sais pas si vous avez vu, c'est finalement ça vous... Je ne dis pas que vous allez faire tel profil et votre premier emploi sera ça. C'est pas forcément tout ça. Mais ça vous permettra dans votre action, et quel que soit le profil, de prendre un peu de hauteur, de recul par rapport à votre action dans l'entreprise et d'arriver à mieux situer votre action. Et ça, quel que soit le profil, ça vous permettra de prendre du recul, de mieux vous situer et de voir aussi, finalement, se situer ce que je fais par rapport à un ensemble, c'est plutôt important d'être capable de le faire parce que ça donne du sens. Et ça, quel que soit le profil. Donc, je ne dis pas que les profils sont les mêmes, mais en même temps, vous vouliez tel profil et vous avez votre vœu 2, c'est finalement pas un drame non plus, honnêtement, sincèrement. Autre chose sur la prestation, chaque année, une fois que vous êtes diplômé, il y a une enquête pour le premier emploi et on demande l'avis des étudiants sur le profil métier. Et il y en a, peut-être parmi vous, qui sont à fond sciences et techniques, et c'est vrai, ça les gave, mais quand même une grande majorité, et c'est légitime, chacun a le droit, mais une grande majorité des avis sont positifs à très positifs, quel que soit le profil métier. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte aux élèves et qui leur apporte même avec un peu de recul dans l'entreprise, ils se disent « Ah, mais finalement, c'était pas mal le profil métier. Ça m'a ouvert les yeux, ça vous permet de mieux comprendre un certain nombre de choses. » Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, c'est une question assez spécifique, mais si vous êtes plus intéressé par tout ce qui est R&D, c'est quelque chose sur R&D, alors R&D, recherche ou R&D? C'est assez, enfin, je dirais que c'est assez différent. Tu veux faire une thèse derrière ou pas? Non, mais il faut... alors, pourquoi je fais vraiment une distinction entre... bon, si on est vraiment... c'est la recherche qui intéresse, il faut faire une thèse. C'est une formation qui est faite pour ça. Et on a... longtemps, on avait un profil un peu R&D, mais qui n'arrivait pas vraiment à vivre. D'une part, on n'avait pas non plus beaucoup de temps. Alors, la R&D, il y a plein de choses dans la R&D. Tu peux être... tu peux gérer des projets de R&D. Dans la R&D, avoir des notions également sur la notion d'ingénieur d'affaires et R&D, ça peut servir parce que l'ingénieur d'affaires, lui, il va être en relation directe avec la R&D. Et d'être capable de communiquer, même si toi, tu ne fais pas cette partie, mais de mieux communiquer, mieux comprendre, voire même dire, bon, là, parce que pour négocier avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec lui, le mieux, c'est de le connaître et de le comprendre. On peut être sur la supply chain ou même sur l'aspect, il y a beaucoup de transport, on peut se dire le bilan carbone, mais oui, mais moi non, je suis, ah non,
suis des DRS à fond, je ne vais pas faire de la supply chain maintenant parce que c'est indispensable. Et il faut comprendre pour pouvoir améliorer, pour pouvoir changer les choses. Donc, je dirais que R&D, peut-être le profil run qui est vraiment orienté plutôt management de la production, peut-être un peu moins. Mais sinon, je dirais même R&D, ISCN, IMSI, c'est finalement axé. J'ai quelque chose, je vais le faire bouger, mais j'ai une vision globale, pas uniquement, j'apporte pas purement la solution. Et c'est votre boulot d'ingénieur d'être capable d'avoir une vision globale et de vous resituer. Donc IMSI, il est bon aussi. La notion d'affaires peut être bon parce que c'est aussi la compréhension des besoins du client. Un client, l'ingénieur d'affaires, à quoi il sert? C'est quand vous avez froid aux pieds, vous dites, je vais aller acheter une paire de chaussettes. C'est simple. Mais la plupart des fois, le client, il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait qu'il a froid, mais il ne sait pas comment se réchauffer. Donc la construction de l'affaire, elle est vraiment importante. Et ça, cette notion avec la R&D, ça peut fonctionner aussi. Si c'est après, si c'est la recherche, tu prends n'importe quel des profils et tu fais une thèse derrière. De toute façon, il n'y a pas d'autre voie. C'est la voie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, surveillez vos mails. Vous allez avoir des consignes. Respectez ces consignes. Et il se peut que je ne puisse pas. J'y passe du temps. C'est pas. Ça, c'est clair. Parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, mais on y arrive. Mais respectez au maximum les consignes. Alors, ceux qui ne les respectent pas, ça me va bien en fait, parce que quand j'ai des mots, quand j'ai besoin de mots, c'est ceux qui n'ont pas respecté les consignes. Donc, je devrais vous dire, ne respectez pas les consignes, comme ça, moi, j'aurai beaucoup plus de degrés de liberté. Donc, je vous rappelle que plus vite vous allez faire vos choix, prenez quand même du temps. Je vous mettrai dès demain le PowerPoint à disposition sur l'équipe Teams et sur Campus, je pense. Bon, plus vous réagissez vite et plus vous avez une chance que votre premier choix soit satisfait. Voilà. Même si généralement c'est très rare que les premiers choix soient pas satisfaits, assez rare. Alors après, ça arrive au dernier moment, il y en a un qui me dit je voudrais changer mon choix. Alors c'est simple, soit là où il veut aller, c'est pas saturé, ça libère des places, et bien je peux le faire. Soit là où il veut aller, c'est saturé, ben je ne peux pas le faire. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou m'appeler pour avoir des informations complémentaires. Je suis à votre disposition. Et si je peux vous renseigner, je vous renseigne directement. Et sinon, je peux vous mettre en rapport avec le pilote du profil ou toute autre personne qui sera de nature à vous apporter l'information que vous souhaitez. Voilà. N'hésitez pas, par mail, par téléphone, comme vous voulez. Et après, dans l'esprit de la formation, on est un peu comme quand vous serez ingénieur, quand vous serez embauché, vous aurez de temps en temps des formations. Vous suivrez des formations. Et on a essayé de reproduire un peu cette notion-là, c'est des semaines bloquées. Il y a une évaluation, mais on essaie d'être finalement, on attend de vous un comportement professionnel finalement. C'est-à-dire, je suis en formation, ma boîte m'a envoyé, je vous forme. Et on essaie de mettre un applicatif justement intéressant. Donc, jouez le jeu au maximum et vous en retirerez le maximum. Et alors, ça arrive rarement, mais ça peut arriver que quelqu'un loupe les F. C'est vrai que nous, on est emmerdés parce qu'il faut vraiment un rattrapage intelligent sur le profil métier, ça se construit. Mais, et c'est surtout que ça va demander énormément de boulot, enfin beaucoup plus de boulot à la personne qui a rattrapé, donc c'est idiot. Il aura perdu globalement énormément de temps. Donc, si vous jouez le jeu, ça vous intéressera et ça fonctionnera. En plus, vous êtes en équipe, donc si vous ne jouez pas le jeu, votre équipe en souffrira un peu. Mais ça, globalement, je vous assure, les avis des étudiants, un an après, sont vraiment positifs. Quel que soit le profil. Et même ceux qui finalement n'ont pas fait leur profil de E1, s'en trouvent très contents.
pas de questions? Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci, Et, mesdames, merci, monsieur. et bonne soirée. Et moi, je vais aller manger des pâtes avec les premières années. S'il en reste, ils m'ont pas attendu. Alors, avec les morphales qu'il y a, tu vas voir, tu auras rien du tout. Tu auras un spaghetti. Ça, c'est pas long. Au revoir. Bon, il faut que je pense.